Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Salut Hervé, ravi de te retrouver. Salut Eric. Aujourd'hui, on se penche sur un enjeu invisible mais déterminant pour notre santé, l'antibiorésistance. Au sommaire de cette émission, quels sont ses impacts sur les patients et nos systèmes de santé? Comment limiter la propagation des bactéries résistantes et préserver ces outils précieux que sont les antibiotiques? Pour en parler, nous recevons le docteur Louise Nuth, médecin généraliste au Centre régional en antibiothérapie Île-de-France. Dans le scan, Hervé Bonneau pousse l'analyse. Quels sont les vrais chiffres derrière cette pandémie silencieuse? Et puis notre pépite santé du jour, c'est Greenphage, une start-up qui développe des solutions antibactériennes de précision à base de bactériophages. Denis Costet-Charer sera son dirigeant sera sur ce plateau. C'est parti pour une nouvelle émission. Et c'est Regard d'Expert. Bonjour, docteur Nuth, bienvenue. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est exactement un antibiotique? Oui, tout à fait. Oui. Alors, un antibiotique, c'est une molécule pharmaceutique qui agit contre les bactéries. Donc, ça va tuer la bactérie. Ça n'agit pas contre les virus, par contre. Les virus comme la grippe, le Covid, la bronchiolite, les antibiotiques n'ont aucune efficacité sur ça. Donc c'est contre les bactéries qui donnent des infections bactériennes, infections urinaires, infections pulmonaires, méningites. Certaines sont virales, mais les plus graves sont bactériennes. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'une épidémie silencieuse justement? Oui, alors on parle même de pandémie silencieuse parce que ça touche vraiment tous les pays, toute la planète, et silencieuse parce que finalement c'est à bas bruit. Mais une étude très sérieuse du Lancet en 2022 nous dit que l'antibiorésistance aurait comme impact de tuer jusqu'à 1 200 000 personnes au monde sur l'année 2022. En France, les chiffres de Santé publique France de 2023, c'est 4 800 décès directement imputables à l'antibiorésistance, donc au fait que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc c'est un vrai problème de santé publique qui nous concerne tous. Et est-ce que vous avez des exemples concrets justement à nous donner? Oui, bien sûr. Par exemple, une infection urinaire. Il y en a des simples, des cystites. Voilà, ça brûle, c'est pas agréable. On prend un antibiotique, ça passe. Et puis il y en a qui remontent au rein, par exemple des pyélonéphrites, ou qui, chez l'homme, atteignent la prostate, des prostatites. Ces infections urinaires, si le germe est résistant, le temps qu'on identifie le germe, qu'on sache à quels antibiotiques il est résistant, qu'on fasse ce qu'on appelle un antibiogramme, et bien l'antibiotique qu'on va mettre en première intention, l'antibiotique probabiliste, peut ne plus être efficace. Et donc, on peut avoir des retards diagnostiques, des retards de traitement et une infection qui se diffuse et parfois un sepsis, voire un décès. Voilà. C'est un exemple simple. L'antibiorésistance, c'est un phénomène multifactoriel. Tout à fait. Quelles sont justement les principales causes? Alors, en fait, c'est multifactoriel et c'est une illustration du concept qu'on appelle One Health, une seule santé finalement, avec la santé humaine qui est étroitement imbriquée avec la santé animale et la santé environnementale. Puisque les antibiotiques sont utilisés en santé humaine, mais également en santé vétérinaire, où dans les élevages, il y a des antibiotiques qui sont donnés. Et quand une population de bactéries est exposée à des antibiotiques, elle génère des gènes de résistance et ces gènes de résistance, après, peuvent se diffuser dans l'environnement, dans les eaux usées, par exemple. Et tout ça circule dans ces trois santés, donc santé humaine, santé environnementale, santé animale, et aussi sur toute la planète, puisque les bactéries ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc l'élevage et l'alimentation sont des moteurs majeurs de résistance. Tout à fait, et le traitement des eaux usées. Et qu'en est donc la pollution, la densité de la population, c'est aussi des facteurs qui participent à cette résistance? Oui, bien sûr. Alors, la pollution, c'est dur de vous dire dans quelle mesure. Et puis, je ne suis pas spécialiste. Oui, vous parliez des eaux usées en l'occurrence. C'est ça. Les pollutions des usines qui fabriquent les antibiotiques, mais la plupart ne sont pas en France. Elles sont en Inde ou en Chine, en Asie. Et donc, le traitement des eaux usées, ça joue parce que quand je prends un antibiotique, une partie de mon antibiotique est excrétée dans mes urines, etc. Ça passe dans les eaux usées. Et les usines de filtration peuvent filtrer, mais ne filtrent pas complètement ça. Vous disiez juste avant. Je parlais en fait de la densité de la population. Oui, et la densité de la population, plus la population est dense, plus les bactéries vont être transmises, puisqu'il y a une promiscuité.
Et selon Santé publique France, pour là resserrer un peu l'interview sur la prescription, l'usage, on estime que près de 50% des antibiotiques sont prescrits de façon inappropriée. Tout à fait. Pourquoi ? Alors, c'est très difficile d'expliquer. En fait, pourquoi c'est inapproprié? Donc, inapproprié, c'est soit parce qu'on les prescrit pour une infection virale. Vous allez chez le médecin, vous avez une bronchite. Vous êtes vraiment au bout de votre vie parce qu'une bronchite, c'est pas drôle. Vous avez la fièvre, vous toussez, Oui. vous êtes épuisé. Et puis, on vous donne des antibiotiques parce que souvent, il y a une pression du patient et puis le médecin a envie de soigner son patient. Et puis, je me reconnais dans ce profil. Voilà, Oui, vous avez envie d'aller vite, mieux. Et finalement, une bronchite, c'est viral. Donc, l'antibiotique ne changera absolument rien. Parfois, le patient a l'impression d'aller vite mieux parce que finalement, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Mais finalement, l'antibiotique n'a servi à rien. De la même façon, par exemple, les angines, vous avez 80% des angines qui sont virales. Pourtant, il y a énormément d'antibiotiques qui sont prescrits chaque année en France pour des angines. On a à disposition dans les cabinets médicaux et puis maintenant en pharmacie des petits tests qui, en 5 minutes, vous permettent de dire si l'angine est bactérienne ou virale. Donc, et tout le monde ne les utilise pas. Et pourquoi ? Non, mais parce que je me dis précisément, le médecin généraliste, on ne sait pas. S'il ressent cette pression, ça pourrait être pour lui, en tout cas, un filtre utile. Ouais. Les chiffres qu'on a de l'assurance maladie, c'est qu'il y a un médecin sur 2 seulement en France qui commande ces boîtes de tests. Ils sont tous au courant de l'existence de... Mais manque de temps, parfois manque de confiance dans ce test-là, et puis se dire la pression du patient qui voudrait des antibiotiques, alors que souvent c'est faux. En fait, le patient, il écoute son médecin, il a confiance dans son médecin. Et il écoute s'il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Et pourquoi pourtant, vous l'avez dit, il y a aussi quelque chose de naturel qui se fait, mais je pense qu'au nom des patients et du commun des mortels, on peut avoir l'impression qu'effectivement, l'antibiotique, ça a un effet beaucoup plus radical, quoi. C'est l'effet placebo. Enfin, en tout cas, sur une angine virale, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est 30% de l'effet d'un médicament à peu près. Donc, et puis une angine, ça dure 5 jours, donc le temps que c'est en gros le temps qu'on aille chez le médecin, qu'on nous donne l'antibiotique, finalement, la maladie guérit. Après, dans la prescription inappropriée, on entend aussi quand c'est pas la bonne molécule ou que la durée est trop longue ou trop courte ou la dose trop faible ou trop importante. Mais c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un problème en amont de sensibilisation de fait auprès des médecins généralistes ? Oui, puis d'habitudes anciennes en fait aussi qui sont prises. Depuis que les antibiotiques existent. Oui, et puis les recommandations elles changent chaque année. Chaque année, par exemple, là, cette année, on a changé les recommandations sur les infections pulmonaires avec un raccourcissement des durées de prescription. Et ça, finalement, s'il faut tout connaître, c'est pas forcément simple en médecine générale d'être vraiment à jour. Donc il y a ça, et puis après, parfois on veut aller vite, on a peur, on est inquiet pour le patient et on prescrit de façon inappropriée un antibiotique dans le doute d'une surinfection. Et au-delà de l'antibiorésistance, ça peut être fatal de prescrire un antibiotique ou le mauvais antibiotique ? Alors oui, parce qu'on peut faire une réaction allergique à un antibiotique. Le choc anaphylactique à la pénicilline, c'est quelque chose de classique. Après, il y a des effets secondaires. Par exemple, quand on prend certains antibiotiques, on peut développer d'autres infections. Puisque ça sélectionne certains germes. Il y a des antibiotiques comme les fluoroquinolones qui ont des effets secondaires potentiellement graves. Qui sont prescrits pourquoi ? Infection urinaire, infection pulmonaire, pour plein de choses. C'est des antibiotiques assez puissants, mais qui donnent des problèmes sur les tendons, des problèmes cardiaques, et puis chez le patient âgé, des confusions. Moi, encore, il y a quelques semaines, j'ai un patient qui a eu des fluoroquinolones. C'était tout à fait justifié, mais il a fait un épisode de confusion après avoir pris ce médicament. Il s'en est bien sorti, mais ça aurait pu être compliqué. Et alors justement, pour vos confrères, quelles sont les règles d'une juste prescription ? Alors nous, au centre régional en antibiothérapie, notre but, c'est d'accompagner les confrères, parce que je sais que c'est vraiment pas facile quand on est face à son patient, qu'on est au 25e patient de la journée et qu'on a vraiment envie de le soigner, dans la juste prescription et dans le bon usage des antibiotiques. Le bon usage des antibiotiques, c'est la bonne indication. Donc prescrire un antibiotique quand c'est une infection bactérienne et pas virale. La bonne molécule, donc choisir l'antibiotique le plus étroit, avec le spectre le plus étroit, au final, sur le type de bactérie. Si vous voulez, en reprenant toujours l'exemple de l'angine, une angine en général, 99% du temps, c'est une angine à streptocoque. Donc on va choisir l'amoxicilline quand il n'y a pas d'allergie, qui est un antibiotique qui agit très bien sur le streptocoque et qui ne génère pas trop de résistance. On ne va pas aller mettre un antibiotique plus puissant, par exemple une céphalosporine ou ce genre de choses, comme ça a pu être recommandé il y a des dizaines d'années, qui sélectionnerait d'autres germes et qui favoriserait d'autres résistances. Donc, la bonne indication, la bonne molécule, la bonne dose, ni trop ni trop peu,
parce que trop peu, ça sélectionne les résistances, trop, ça expose trop aux antibiotiques et ça favorise encore la résistance. La bonne durée, pas trop court, pas trop long. Et enfin, on réévalue toujours à 48-72 heures. Alors, sur une angine, je ne fais pas revenir mon patient à chaque fois, mais si vous voulez, mon infection urinaire un peu sévère, mon patient, par exemple, en EHPAD ou ce genre de choses, à 3 jours, on vérifie toujours que l'antibiotique est bien toléré et qu'il y avait vraiment une indication. Et puis, il y a ce fameux test dont vous parliez. Lequel? Le test. Oui, angine. Oui, mais ça, on le fait avant de mettre l'antibiotique. Parce que si on a pris l'antibiotique. Mais qui devrait être un réflexe, en fait. Qui est un réflexe pour beaucoup de patients, médecins. Hein, c'est pas une généralité. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et surtout qui est disponible en pharmacie maintenant. Pour les médecins qui n'auraient pas le temps de le faire, et ben, on écrit sur l'ordonnance amoxicilline, si trop d'angine positive, puisque les pharmaciens peuvent faire ce test. Donc, je voulais y venir. Est-ce qu'il faut aussi une meilleure coopération entre médecins et pharmaciens? Complètement. Après, voilà, moi en tout cas, là où je travaille, j'ai la chance d'avoir une très bonne coopération avec tous les pharmaciens des environs. Mais effectivement, en renforçant les liens, ça peut faire gagner du temps aux médecins et déléguer, par exemple, les trop d'angine ou pour les infections urinaires aussi, les pharmaciens ont le droit de faire des bandelettes urinaires pour regarder si c'est vraiment une cystite ou pas. D'accord. Voilà. Et de délivrer un antibiotique directement aussi maintenant, selon des protocoles très, très standardisés. Mais c'est une possibilité qui leur est donnée depuis quelques mois. Et en tant que patient, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour limiter l'apparition de résistance aux antibiotiques? Alors, c'est une bonne question. La première chose, c'est déjà toujours consulter un médecin avant de prendre des antibiotiques. L'automédication en antibiotiques, en fait, c'est un phénomène qui existe. J'ai une de mes internes qui fait sa thèse sur la question. Et elle retrouve, en tout cas dans un département d'Île-de-France, jusqu'à 20% des patients qui s'automédiqueraient chaque année en antibiotiques. C'est-à-dire, ils ont une bronchite, ils vont dans leur armoire à pharmacie, prendre le reste. Ils reconnaissent d'anciens symptômes, quoi. Oui, voilà, ils reconnaissent d'anciens symptômes. Mais bon, donc toujours consulter un médecin avant de prendre un antibiotique. Quand on prend un antibiotique, quand il y a des restes d'antibiotiques, les ramener à la pharmacie, ne pas les garder dans son placard, ne pas les jeter à la poubelle, parce que l'élimination aussi de l'antibiotique dans la nature peut générer des résistances. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, respecter la durée, qu'elle soit courte ou longue. Enfin, vraiment bien respecter la posologie. Est-ce que ça aussi, on l'évalue des patients qui ne respectent pas la durée? Alors là, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais oui, généralement, je n'ose même pas imaginer les chiffres, mais en tout cas, souvent, on va pas jusqu'au bout du traitement parce que le traitement, il est contraignant et parfois difficile à prendre. Il y a des effets secondaires digestifs, ce genre de choses. Les antibiotiques, c'est quand même pas des molécules anodines. Hein. Et enfin, la vaccination. Il y a des vaccinations pour des maladies virales. Donc, se vacciner contre la grippe quand on est à risque, c'est important parce que même si la grippe est une maladie virale, donc les antibiotiques ne sont pas efficaces contre la grippe, une grippe, quand on est fragile, on peut se surinfecter. Et donc, à être vacciné, ne pas l'attraper, ça peut éviter des antibiotiques dans un deuxième temps et d'autres choses de graves. Et puis après, il y a des vaccins contre des bactéries aussi, contre le pneumocoque qui est recommandé maintenant à partir de 65 ans, contre les méningocoques. On a eu beaucoup de méningocoques sur les 2 dernières années. Donc maintenant, on a étendu la vaccination contre le méningocoque. Donc vaccination. Et enfin, l'hygiène. L'hygiène, quand on est malade, porter un masque, se laver les mains. Ça, c'est des gestes que tout le monde peut faire. Et qui permettent de diminuer l'exposition aux antibiotiques en diminuant les infections. Et à votre échelle, vous estimez que les politiques de santé publique françaises sont adaptées à l'ampleur réelle du problème? Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Après, bien sûr, on peut faire toujours plus. Après, c'est changer des habitudes et ça, c'est pas simple. Les Pays-Bas, par exemple... Les Pays-Bas prescrivent 3 à 4 fois moins d'antibiotiques que la France et n'ont pas plus de mortalité par maladie infectieuse. Après, chez eux, c'est ancré très différemment. Et en fait, les patients sont contents de sortir de chez le médecin sans ordonnance et sans antibiotiques. Ils n'ont pas envie de les prendre, les antibiotiques. Alors qu'en France, on a des habitudes un petit peu différentes. Pourtant, c'est pas faux d'avoir fait la campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique », mais je suis pas certaine que ça ait eu... ça a énormément joué. C'est à partir de cette campagne-là, bien sûr, où vraiment, les prescriptions d'antibiotiques ont diminué et les consommations aussi. Donc plutôt du fait des médecins. Et des patients aussi. Voilà, je pense que la responsabilité est partagée et vraiment, on peut tous ensemble améliorer les choses. Et aujourd'hui, quelles alternatives aux antibiotiques sont à l'étude? C'est une bonne question. Alors, je suis pas infectiologue, donc vraiment, c'est pas mon domaine. Les antibiotiques, il faut savoir qu'on n'en découvre pas de nouveaux ou très peu de nouveaux depuis les années 80 et qu'à chaque fois qu'on découvre un nouvel antibiotique, les bactéries, en fait, elles se défendent et il y a des résistances aux nouveaux antibiotiques qui apparaissent. Donc finalement, même si on découvre de nouveaux antibiotiques,
ça ne permettra pas de résoudre le problème globalement. Il y a les phages qui existent, mais alors là, on va parler dans la pépite. Ouais, c'est extrêmement spécialisé, donc je ne dirai pas un mot là-dessus. Et puis la prévention, la vaccination, ça fait partie des alternatives aux antibiotiques, ou en tout cas dans la prévention de l'antibiorésistance. Et donc un peu d'espoir, et on peut espérer un jour réduire drastiquement l'antibiorésistance. Oui, complètement, en changeant les habitudes, et puis aussi avec des décisions. On en prend le chemin, en tout cas. On en prend le chemin, tout le monde, mais de beaucoup de bonne volonté. Restez avec nous, docteur Nutt, c'est l'heure du scan avec Hervé Bonneau. Et Hervé, tu nous dis que l'antibiorésistance est un scandale sanitaire dont on parle trop peu. Oui, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit par ma chère consoeur. Effectivement, l'antibiorésistance, c'est un scandale. Et vous allez voir, on a cité des chiffres, l'OMS le dit, il y a une infection bactérienne sur 6 maintenant qui est résistante aux antibiotiques, il y a des millions de morts, mais on n'en parle pas. Et ce qui est étonnant, ce que je voulais vous dire, c'est que on ne consomme que 30% des antibiotiques pour soigner les hommes, les humains. Donc, évidemment, on l'a dit, il y a des angines virales, il y a peut-être un petit truc à régler, un problème de formation, tout ça. Mais ça veut dire en creux que 70% des antibiotiques sont utilisés pour soigner de façon préventive des animaux non malades dans des élevages. Et je voulais vous donner quelques chiffres, parce que ça fait toujours réfléchir. Je rebondis donc sur ce que vous disiez. Plus de 100 000 tonnes d'antibiotiques sont utilisées par an pour prévenir des infections dans des établissements qu'on appelle des fermes-usines. Prévenir 100 000 tonnes. Donc après, on nous dit, faut pas prendre un jour de plus d'amoxicilline. Vous voyez le décalage. Oui. Et ce qui est le mieux, c'est que l'agence américaine nous dit que ce chiffre devrait augmenter de 30% d'ici 2040, du simple fait de l'augmentation de la taille de la population, donc de la taille des fermes-usines pour nourrir toute cette population mondiale. C'est quand même assez fou. Et 70% de cet élevage animal est effectué en Asie. Une région dans laquelle il n'y a pas beaucoup de contrôle visible. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Et donc, d'habitude, on parle d'économie circulaire. Là, je vais donc vous parler d'écologie circulaire. On fabrique des antibiotiques, on les donne à des animaux qui les rejettent dans la nature, ça va dans les rivières, on mange la chair de ces animaux, et donc on consomme une viande pas bio du tout, enfin une viande, un poisson, ce qu'on veut. Anecdote, j'ai acheté avant-hier des crevettes dans une boîte et il y avait marqué en gros, j'ai la photo dans mon téléphone, élevée sans antibiotiques. On rêvait quand même. Donc, oui. Et voilà. On utilise aussi des antibiotiques pour traiter les arbres fruitiers. Oui, alors là aussi c'est très bien. On traite les arbres fruitiers pour une raison qui est quand même formidable, c'est pour éviter les fruits moches. Vous imaginez donc on nous dit 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, effectivement. Mais le chancre des arbres fruitiers, vous avez cette espèce de boule dans les arbres, c'est pas joli. Les taches bactériennes sur les feuilles, c'est pas joli. Le flétrissement des feuilles, c'est pas joli. Donc, on donne des antibiotiques à titre préventif. Et en 2021, rien que sur les vergers américains, on a pulvérisé, par exemple, vous allez apprécier, 25 tonnes de streptomycine et 18 tonnes de tétracycline. C'est n'importe quoi. Je suis contente que ça soit pas sur les vergers français. Mais je ne sais, j'ose espérer. Alors, on va se rassurer en se disant, donc, OK, il y en a dans la viande, il y en a donc dans les poissons, puisqu'il y en a dans les rivières, il y en a dans les fruits et légumes. Heureusement, on boit de l'eau pure. Je vous attendais là. On boit de l'eau pure. Donc j'ai lu une étude récente de l'Académie d'Oxford, 2025, voilà, qui a fait une étude sur 324 rivières de 100 pays différents. Eh bien, vous allez rire ou pleurer, il y avait des traces d'antibiotiques dans 100% des rivières. Et oui, 31% des antibiotiques consommés par l'humain passent dans nos eaux usées et finissent dans les rivières. Donc ça fait quand même 10 000 tonnes par an d'antibiotiques qu'on retrouve directement dans nos rivières. Et le plus beau, si j'ose dire, de l'histoire, c'est qu'il y a aussi la production de déchets industriels par l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Et on sait que cette industrie de l'antibiothérapie en vrac, 80%, 90%, c'est en Chine. Le reste, la transformation, c'est en Inde. Il y a eu des scandales sanitaires bien référencés autour de ces usines. Et visiblement, ce sont des hubs industriels qu'on n'arrive pas à contrôler. Vous allez me dire, heureusement, nous, on est en Europe. Alors, en Europe, non, il n'y a pas de normes. Vous saviez, il n'y a pas de normes. C'est quand même hallucinant. Donc, les industriels ont le droit de rebalancer dans les rivières leur pollution antibiotique. Pas que, mais notamment. Et il y a juste un principe qui est le principe du pollueur-payeur. Donc, on a étudié, on a calculé que 90% des polluants présents venaient des médicaments, c'était des résidus. Donc, les industriels payent 80% de la taxe.
Ça veut dire quand même qu'ils reconnaissent un peu leurs responsabilités, quoi. Voilà. Donc, quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est qu'on en parlait avant. En 2002, il y a 25 ans quand même, l'assurance maladie avait trouvé un très joli slogan. L'antibiothérapie, les antibiotiques, je vais y arriver. C'est pas automatique, sinon la rime est moins riche, évidemment. Et donc en 2026, je vous propose une version plus militante. L'antibiorésistance, c'est une vraie urgence. Merci beaucoup Hervé. Docteur Nutt, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Alors, je suis optimiste parce que sinon, je ne ferais pas ce travail. Oui. Voilà, mais on faisait un concours de slogans et le vôtre est très bien. Hein. L'antibiorésistance, c'est une vraie urgence. Non, je prends. C'est gentil. Merci beaucoup, Merci. Docteur Nutt. Merci d'avoir répondu présente. On passe tout de suite à la pépite santé. Et aujourd'hui, dans la pépite santé, nous recevons Denis Coste-Charrer, président, fondateur et directeur scientifique de Greenphage, une start-up française de biotechnologie basée à Montpellier. Bonjour Denis, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes docteur en microbiologie, spécialisé en écologie microbienne. Oui. Vous avez fondé Greenphage en 2017. Oui. Pour commencer, comment est né Greenphage? De quel constat? À partir de quel constat j'ai créé Greenphage? Le constat, c'est, vous en avez parlé juste avant dans l'émission, c'est tout ce qui va être l'approche One Health, santé globale. On se retrouve avec énormément d'antibiotiques qui sont rejetés dans les eaux usées et les bactéries qui vont avec, qui sont, elles, vectrices de l'antibiorésistance. Donc on est parti de ce constat en se disant que les eaux usées, c'est un des principaux vecteurs d'antibiorésistance. Donc, on a développé des solutions antibactériennes qui utilisent les prédateurs naturels des bactéries qu'on appelle les bactériophages, qui vont permettre d'éliminer en fait ces populations de bactéries résistantes qui se retrouvent dans les eaux usées. Donc, ces bactériophages, oui. Comment ils agissent exactement? Ils ciblent les bactéries? Tout à fait. Contrairement aux antibiotiques, ils n'ont pas un spectre d'action qui est large. Les bactériophages ont un spectre d'action qui est très étroit. Si vous avez des bactériophages ou phages, on les appelle comme ça aussi, on les appelle aussi virus guérisseurs, ça change du Covid et autres virus. Ces bactériophages ont un spectre d'activité qui est très étroit. Si on a des phages qui ciblent uniquement Escherichia coli, ils ne vont tuer que des bactéries qui appartiennent à Escherichia coli, à l'espèce Escherichia coli. Et du coup, ils ne vont pas cibler les bactéries environnementales, qui sont très importantes pour la bioremédiation, l'épuration des eaux usées, ou quand on s'en sert en santé humaine, tout ce qui va être bactéries du microbiote. Et comment est-ce que vous choisissez les bactéries ciblées? Alors, c'est une excellente question. Si on veut faire des solutions efficaces à base de bactériophages, il faut avoir les bonnes cibles en face. Donc, on a l'expertise, nous, à Greenphage, parce que moi, je viens d'un laboratoire plutôt réputé en termes d'écologie microbienne. Donc, on a cette approche globale, en fait, sur on va dire, la génomique des populations bactériennes. On va choisir les meilleures bactéries cibles d'une espèce donnée. Donc, on se constitue une collection de bactéries cibles. Et ensuite, on va, dans l'environnement, isoler, sélectionner les meilleurs bactériophages pour lutter contre cette bactérie cible. Et c'est comme ça qu'on construit nos solutions antibactériennes. Et qu'est-ce qui distingue votre approche de celle d'autres entreprises qui utilisent des phages? Alors, déjà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes marchés. Nous, on est sur une verticale marché qui est l'environnement, le traitement des eaux usées, avec notamment une solution anti-Escherichia coli. On a également une verticale marché sur la santé animale. Et effectivement, il y a d'autres sociétés qui sont sur l'utilisation des bactériophages pour la santé animale. Comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart des antibiotiques sont utilisés en préventif pour le traitement des animaux d'élevage, volailles, ovins, bovins, porcs, etc. Et on est aussi là-dessus, mais ce qui nous différencie, c'est cette approche vraiment généraliste. Nos premières solutions antibactériennes à base de phages ont été développées contre des bactéries phytopathogènes, qui sont des bactéries environnementales, avec une diversité génétique extrêmement large. C'est pour ça qu'on a cette expertise à Greenphage, de pouvoir avoir les meilleures cibles bactériennes pour fabriquer les solutions antibactériennes à base de phages les plus efficaces. Voilà. Hervé, la dernière question te revient. J'imagine que vous avez des essais cliniques ou scientifiques publiés, et ça vous a donné accès à un prix, ou comment ça s'est passé? Alors, Greenphage est impliqué aussi. Alors, c'est pas une verticale marché, même si on développe des solutions pour la dermocosmétique, donc c'est en santé humaine, mais un peu éloigné. Mais on a également effectivement des partenariats avec des services hospitaliers français, le CHU de Nîmes par exemple, pour tout ce qui va être infection urinaire à Escherichia coli, avec le professeur Lavigne. On a également des collaborations avec les hospices civils de Lyon, avec le professeur
Frédéric Laurent, qui développe des solutions de bactériophages pour lutter contre des bactéries multirésistantes. Et on a un certain nombre de publications scientifiques. En termes de prix, oui, on a déjà eu quelques prix, mais c'est surtout qu'on a énormément de publications scientifiques qui assoient finalement notre expertise concernant les phages et les bactéries pathogènes. Merci beaucoup. Merci Denis Coste-Charrer, président et fondateur, directeur scientifique de Greenphage. Merci à toi Hervé et merci à Émilie Roche qui produit cette émission. À bientôt sur Be Smart for Change. Merci.